je m'appelle Armelle Faure, je suis anthropologue et je vais vous expliquer comment je suis devenue ethnologue, comment je suis devenue agent de développement et comment je suis devenue spécialiste d'infrastructures et de grands barrages. C'est-à-dire que je vais vous exposer 30 années de ma vie professionnelle. Donc je vais commencer directement par le pays Bissa, puisque c'est un endroit où je travaille depuis 1982 et où je continue à travailler actuellement. Et évidemment en 2012, qui sera la 30e année, je serai à nouveau là-bas. Commençons par présenter la chefferie. Voilà le chef de village chez qui j'habitais. Et voilà Mariam, son épouse favorite, avec une de leurs petites filles qui venait de naître. Là, nous sommes dans les années 80. Là, c'est dans la cour du chef. Vous avez ici Chantal. Et puis celle-ci, je ne la reconnais pas parce qu'elle est sous le casque. Et là, c'est Noël qui était le neveu du chef, un des neveux du chef. Et surtout, là, vous avez Yahaba, la grand-mère du clan des Bansé, donc le clan de la chefferie, qui avait dans les 100 ans, nez vert, comme on disait à l'époque, et qui était devenue une source d'information extraordinaire pour moi, puisqu'elle avait donc 100 ans d'information sur la région. Donc, je m'appelle Armelle Faure. Je vais vous expliquer comment je suis devenue ethnologue, comment je suis devenue agent de développement et aussi comment je suis devenue spécialiste de grands barrages et d'infrastructures. C'est-à-dire que je vais vous exposer 30 ans de la vie professionnelle d'une anthropologue du développement, d'une anthropologue. Donc ça commence en 1982 avec ce premier voyage en région Bissa. Et ça continue en 2011-2012 avec encore des voyages en région Bissa au Burkina Faso. À l'époque, en 82, ça s'appelait encore la Haute-Volta. Alors je vais vous présenter d'emblée cette famille chez qui j'habitais. Donc c'est la famille du clan de la chefferie qui s'appelle Bansé. Là vous avez le chef de village. Et là vous avez sa femme favorite, puisqu'il avait une quinzaine d'épouses, qui s'appelle Myriam, et qui s'occupait de la cuisine et de l'accueil des étrangers. Et voilà une de leurs petits-enfants. Là, vous avez la cour du chef. Là, je vois Chantal, qui est une autre des épouses du chef. Et là, vous avez Léon, qui maintenant doit avoir 30 ans de plus, qui est un des neveux du chef. Et je ne reconnais pas la dame qui est cachée sous ce casque. Et voilà Yahaba, qui est la grand-mère du clan Bansé, qui à l'époque avait une centaine d'années et qui a été pour moi une informatrice extraordinaire. Ensuite, vous avez là, si vous voulez, la légitimité d'un clan, la fondation d'un clan, l'appartenance à un clan, se traduit par des sacrifices que tout le monde fait. C'est un rituel, c'est comme d'aller à la messe. Pour les catholiques. Et là, vous avez le culte à Balaré, qui est le lieu de culte sacrificiel des Bissa du clan Bansé. Donc ce clan qui fait qu'à partir de mon premier voyage auprès d'eux, j'ai choisi de faire une thèse avec eux sur la région Bissa. Alors, dans l'organisation politique et sociale chez les Bissa, vous avez d'un côté le clan des chefs, je vous l'ai dit, et vous avez aussi deux autres types d'organisations, qui sont d'abord les forgerons, qui sont les plus visibles, puisqu'ils viennent régulièrement chez le chef, et puis surtout ce sont eux qui font les outils de l'agriculture, les outils de la chasse, et les outils de la guerre. Étant donné que pendant tout le XIXe siècle, la région Bissa, comme une grande partie de tout l'ouest africain, était perpétuellement en guerre, en fait, en guerre pour les esclaves. Ici, vous avez un chef de clan de forgerons. Les clans de forgerons chez les Bissa s'appellent Saré ou Zaré. Il y a d'autres noms de clans, mais ce sont les clans principaux. Et ça vient de Sar, qui est la pierre sur laquelle, l'enclume sur laquelle frappe, qui est une pierre au départ, frappe le forgeron. Et là, vous avez cette pierre qui s'appelle Dia en Bissa, et qui est
l'objet sur lequel s'assoit la légitimité des forgerons. Il faut vous dire que, par exemple, pour régler des cas de justice, le chef est la première personne pour régler les cas de justice, avec évidemment le Conseil des Anciens. Un chef en région Bissa n'a pas de pouvoir en tant que tel, c'est le pouvoir de son clan, c'est le pouvoir des Anciens. Mais si un forgeron arrive, il peut poser sa daba ou sa hache de forgeron, qu'en général il met sur son épaule, et c'est ce qu'il dit qui a valeur. Et derrière un forgeron, plus personne ne peut parler. C'est pour vous dire que c'est un clan qui a énormément d'importance. Et ce sont les deux clans en fait, avec lesquels j'ai passé le plus de temps au début, quand j'essayais de comprendre comment s'organisait la société Bissa. Le troisième parti est venu plus tard. Ce sont les chasseurs et tous les maîtres des esprits de la nature, tout simplement parce qu'ils sont très discrets, ils ont énormément d'influence avec le pouvoir divinatoire et le pouvoir sur les espèces naturelles sauvages, et ils vivent dans la forêt le plus souvent, même si certains vivent au village, un petit peu dans les marges du village. Les plus puissants, je vous en parlerai plus tard, sont ceux qui vivent dans la forêt. Et vous ne pouvez pas concevoir l'organisation générale des Bissa si vous ne partez pas à la fois du clan des chefs, ce qui est les premières personnes que vous voyez quand vous arrivez, parce qu'on va tout de suite vous emmener, vous faire accueillir par le chef de village, les forgerons, parce que c'est ceux qui vont venir vous accueillir aussi et vous intégrer, et plus loin, qui vont passer plus de temps à vous observer et qui n'apparaîtront que si vous faites partie d'un certain nombre d'événements du village, là c'est beaucoup plus difficile, arriveront les maîtres des esprits de la nature, dont je vais parler un peu plus tard. Donc voilà les forgerons. Je vous ai montré les produits de la forge, une partie des produits de la forge, donc ce sont les lances, tout ce qui permet de faire la guerre, mais actuellement c'est ce qui permet de faire des belles funérailles. Quand quelqu'un arrive à un certain âge, il peut rentrer dans le culte des ancêtres si après sa mort, après l'interrogatoire du cadavre, on porte le cadavre, enfin des hommes portent le cadavre sur les épaules, et un chef de clan les interroge et il part en général. Enfin, c'est un rituel très impressionnant. Moi, j'ai jamais assisté à ce rituel, ça se passe la nuit. Par contre, quand il y avait des choses importantes, il y a toujours quelqu'un qui venait me dire, voilà, on a dit au moment de l'interrogation du cadavre de un tel, ce qui s'est passé, on lui a posé des questions et il a déclaré ceci, cela. Bon, ce sont des événements très importants dans la vie des Bissa. Donc voilà l'intérieur d'une forge, puisque forcément vous voulez savoir comment je suis devenue ethnologue, donc vous pouvez vous demander comment se passait ma vie quotidienne. J'ai passé énormément de temps quand les forgerons travaillaient avec eux, ce qui fait que j'ai tiré ces photos qui ne sont pas très bien techniquement, parce que toutes ces photos, il faut vous dire que j'avais un appareil qui était pas mal, j'avais un Zénith, mais j'avais aussi, pour les tirer, j'allais dans la salle de bain de mes parents et je faisais un petit dispositif pour le faire moi-même. Et forcément, les photos ne sont pas excellentes. Et étant donné que c'était il y a 30 ans, je ne sais plus très bien où sont les négatifs. Donc, pour l'instant, on a ces photos-là. Là, ça se passe à Garango. C'est une bataille de dindons. Mais c'est surtout Boulougou. Boulougou, c'est dans le panthéon de l'esprit de la nature des Bissa, vous avez l'endroit le plus important, qui est le lieu de culte de la fertilité qui s'appelle Wosi, que je vous montrerai plus tard. Et vous avez Boulougou, qui est la montagne sacrée par excellence des Bissa, où ils viennent tous faire des rituels derrière le chef de Garango et le chef de Tangaré, qui est derrière la montagne. Donc une fois que vous voyez ce paysage-là, vous avez compris comment s'organise cette région Bissa. Là, je l'ai dit pour un village, mais si vous allez dans la quinzaine de villages au niveau des cantons qui existent dans la région Bissa, c'est le même système de pensée. C'était comme ça il y a 30 ans, c'est un fond, c'est ce qu'on appelle les structures. Et ça existe toujours, bien évidemment, même si un certain nombre d'autres couches d'autorité et de pouvoir existent, et existaient déjà à ce moment-là, puisque moi j'ai commencé mes recherches avant la révolution au Burkina Faso. C'est pour ça que vous avez le président Thomas Sankara, qui a fait partie des membres du Conseil national de la Révolution pendant 4 ans, et j'ai suivi les 4 années de la Révolution.
Et là, c'est la deuxième partie, mais dont je parlerai évidemment tout au cours de mon explication. Comment je suis devenue agent de développement, puisque ce clan, le clan des Bansé, m'a demandé de les aider après la deuxième sécheresse, celle de 84. Donc ça faisait déjà 3 séjours que j'avais fait dans cette région. Et il m'a demandé de les aider en allant voir les ressortissants émigrés à Paris, du clan Bansé, qui travaillaient comme chauffeurs à l'ambassade du Gabon. Donc je suis allée les rencontrer. On a décidé, étant donné qu'il y avait énormément de problèmes d'eau et que les problèmes d'eau attiraient des problèmes de sécurité alimentaire, puisque c'est une région où il y a énormément d'irrigation, de maraîchage. Là, je vous parlerai de la richesse d'Ibissa après, la richesse matérielle et commerciale. Donc nous avons monté une ONG, et quand je suis partie faire le tour des bailleurs de fonds, j'ai rencontré une ONG qui venait juste d'être fondée par Jacques Attali, Françoise Jureau, Marek Alter, un certain nombre d'autres personnes qui voulaient à cette époque-là surtout aider en fait l'Éthiopie et l'Afghanistan. Et nous avons participé à des comités locaux de développement au Burkina Faso, et petit à petit on m'a demandé de devenir la représentante, la déléguée dans ce pays. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans, je crois, étant donné que j'étais en train de vouloir non plus faire des séjours de brève durée de 3 mois comme je faisais jusque-là, mais de m'installer vraiment et d'observer la vie à partir de l'intérieur et participer moi-même à cette vie-là, puisque effectivement j'ai à ce moment-là démarré mes actions de développement qui consistaient à construire d'abord l'école de ce village, ensuite construire une dizaine d'autres écoles de 3 classes, construire des forages et des puits, et organiser des périmètres irrigués avec les femmes de ces villages, pas seulement en région Bissa, puisque au départ, en fait, je reprenais les actions qui avaient été faites par un autre représentant, mais qui avait détourné les fonds, tout simplement, de l'ONG, ce qui fait que à Paris, on cherchait quelqu'un qui ne détournerait pas les fonds, disons. Et c'est comme ça qu'ils m'ont choisi, et que j'ai démarré les actions de développement après ce monsieur-là, ce qui fait que j'ai été obligée de retrouver la confiance des Burkinabés, ce qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et dès qu'ils ont vu que j'étais là vraiment pour les aider, à ce moment-là, j'ai plus eu aucun problème, puisque tous les jours, j'allais au bureau de suivi des ONG, c'était déjà la Révolution. Et ce bureau de suivi des ONG était dirigé par Alfred Sawadogo, qui est un grand ami que je revois régulièrement, enfin que j'ai revu tout récemment. Et surtout, c'est un ami de 30 ans maintenant. Et à chaque fois, il m'aidait à pousser les projets de développement. Dès que j'avais besoin d'une signature dans un ministère, j'apportais mon dossier le matin, le lendemain, c'était fait. C'est pour vous dire que c'était agréable de travailler dans le développement au Burkina Faso pendant la Révolution. Bref, c'est pour vous expliquer que ce clan-là m'a poussé en fait à faire beaucoup de choses. Et là, je vais vous expliquer un peu plus. Donc là, c'était ma grande amie. Là aussi, c'est encore un grand hasard, parce que la première fois où je suis retournée après avoir reçu une lettre, j'étais venue une première fois par hasard dans ce village alors que j'allais au Togo avec un chercheur du CNRS pour faire des enquêtes au Togo, au Mali et au Burkina sur les systèmes divinatoires. Donc c'était le point d'entrée sur les sociétés. Et nous étions tombés complètement par hasard en région Bissa, ce qui n'était pas prévu. C'est à cause d'un orage, il fallait dormir parce que la pluie tombait à torrent. Et on a rencontré donc ce chef de village et puis ensuite tout le conseil des anciens. La deuxième fois, par contre, étant donné que j'avais une vision un peu plus large des pays, et puis il faut vous dire que quelques années auparavant, quand j'avais 20 ans, j'avais traversé le Sahara avec un ami dans une méhari. Nous avions été jusqu'en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait 25 000 km à travers l'Afrique de l'Ouest. On avait pris 8 ou 9 mois. Et on était revenus à Paris avec la même voiture. Et donc j'avais déjà, traversé beaucoup de pays, en particulier le pays d'Ogon. Et j'avais déjà une idée de comment s'organiser un petit peu les pays africains et une certaine perception des endroits où je me sentais bien ou où je ne me sentais pas bien. Et là, il se trouve qu'en Pays Bissa, je me suis tout de suite sentie très bien. Donc c'est le Pays Bissa qui a fait que je suis devenue ethnologue. Et elle, donc la première fois que je suis partie, là cette fois-ci seule,
pour répondre à la lettre d'accord donnée par le chef de village, puisque je lui avais demandé qu'est-ce qu'il pensait, est-ce que je pourrais faire une thèse dans sa région, et qu'il m'avait envoyé une lettre pour me dire oui. Je suis tombée sur cette jeune femme qui avait à peu près le même âge que moi, puisqu'on avait 25 ans. Il faut vous dire que on avait même moins, on avait 23 ans. C'était il y a 30 ans. Et elle s'appelle Eugénie, et on a fait les 400 coups ensemble. C'est devenu ma meilleure amie là-bas. Et c'était la tante du chef de village, parce que vous avez des décalages de génération, ce qui fait que je pouvais passer par elle pour améliorer des choses dans le village, puisqu'elle avait un rang au-dessus du chef, en fait. Même si, après, il y a beaucoup de choses qui font que d'autres personnes peuvent intervenir. Enfin, ça fait partie des modes de communication dans le village. Donc là, vous avez une photo de la cour du chef qu'on voit derrière. J'espère que vous la voyez bien. Là, vous avez une photo de ce forage qui fait que là, on sait qu'on est au quartier Natenga parce qu'il y a un certain nombre d'infrastructures, donc c'est chez les chefs. Vous voyez qu'il y a des cochons, donc c'est pas vraiment musulman. Il y a quelques musulmans quand même. Là, ce sont des enfants en train de prendre le petit déjeuner dans une cour typiquement Bissa. Là, vous avez les arachides. Les arachides, c'est une culture de rente qui existe depuis très longtemps en région Bissa et qui fait que les autres peuples du Burkina se moquent toujours des Bissa en les traitant de mangeurs d'arachides, parce qu'en fait, c'est une des bases de leur richesse, de ce qui leur apporte des valeurs. Alors voilà une des personnes les plus influentes du clan. Je ne peux pas dire la plus influente quand j'étais là-bas. C'est l'oncle du chef, l'oncle Gonyande. Lui, je peux dire son nom. Donc ce que vous voyez derrière, c'est une manifestation matérielle du culte des ancêtres qui est très important dans les clans des Bissa. Et vous pouvez détailler, mais bon, ce n'est pas le but de ma présentation aujourd'hui, tout ce qui est sacrificiel et toute la religion du peuple Bissa. Là, c'est à Garango, puisque évidemment, je vivais dans différentes échelles dans la région Bissa. Donc Garango, c'est le centre, c'est le grand bourg de ce qui est devenu aujourd'hui la région du Boulgou, avec la montagne sacrée dont j'ai parlé tout à l'heure, Boulgou. Et Eugénie, donc, cette amie, qui était la tante du chef, vivait dans ce bourg. Elle travaillait pour la préfecture, ce qui fait que ses frères, ses cousins, ses neveux, ses oncles, ses tantes, tout le monde passait, puisqu'il y a tous les 3 jours le marché en région Bissa. Et les liens qui sont tissés à l'intérieur de la région sont absolument immenses grâce à ces marchés. Ces marchés de 3 jours. Là, vous avez une petite fille adorable qui était à l'époque une des dernières filles du chef chez qui j'habitais dans ce village. Et elle porte un enfant un peu plus jeune de la même famille. Alors voilà, là, nous sommes dans le 3e pilier de l'organisation sociale des Bissa dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé des clans de chefferie, je vous ai parlé des forgerons. Et maintenant, je vous parle des esprits de la nature et de la forêt. Là, vous avez le lac Wosi. En Bissa, ça veut dire notre père. Enfin, je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que le zibare, on appelle, c'est le première étape dans les rituels de chefferie. Donc ça veut dire que là, c'est le zibare de son propre père. Et Wosi, pour les Bissa, donc le nom de ce lac sacré, c'est la divinité la plus fondamentale du monde des Bissa. Et c'est le lieu de rituel qui réunit non seulement tous les Bissa, mais tous ceux qui viennent pour demander quelque chose à ce territoire qui est d'une grande richesse. Et en fait, il s'agit d'un lac artésien, c'est-à-dire, je vous ai parlé de sécheresse tout à l'heure, c'est important pour les Bissa, parce que c'est une société qui vit, non pas évidemment dans le désert, mais pas non plus dans la forêt profonde. C'est un peuple qui vit sur... je vais vous montrer une petite carte là, dans mon livre sur les Bissa. Voilà, vous avez le Burkina Faso, vous avez les grandes vallées, donc les grandes vallées de la Volta. Vous avez la Volta rouge, la Volta noire et la Volta blanche. Ces 3 voltas se réunissent dans la grande Volta qui s'en va sur l'océan. Et au sud, là, vous avez le Ghana. Et toutes les voltas partent sur le Ghana et elles partent sur l'océan.
L'embouchure, c'est l'océan Atlantique. Ce fleuve qui est là, qui s'appelle Nakambé, on l'appelle la Volta Blanche en français, c'est ce fleuve qui irrigue la région Bissa qui fait qu'elle est tellement riche. C'est aussi sur ce fleuve qu'a été fait le barrage de Bagré dont je vais vous parler ensuite. Donc ce lac est juste sur le bord de cette rivière. J'essaye de vous donner une vision de bassin versant parce que c'est très important. Ce sont les rituels de fertilité, c'est des rituels pour apporter évidemment aux femmes des enfants, mais aussi c'est la fertilité générale d'une région et d'un peuple. C'est sa richesse en fait. Et ce lac artésien, donc c'est de l'eau qui part de dessous de la terre et qui fournit tout le temps de l'eau, tout le temps. Ça ne peut jamais s'assécher. Même si vous avez la pire sécheresse, vous aurez toujours de l'eau dans le lac de Wosier. C'est pour ça que c'est le panthéon, l'entité la plus haute dans le panthéon des Bissa. Alors, il faut vous expliquer encore d'un point de vue biologique, parce que dès que vous rentrez dans les esprits de la nature, les biologistes peuvent venir et écouter. Donc, là-dedans, quand on a voulu faire le barrage de Bagré, un grand nombre de scientifiques ont été envoyés pour répertorier les espèces de toutes sortes, des espèces sur la terre, comme les éléphants, les lions, les panthères, et les espèces dans l'eau. Et ils ont découvert qu'il y avait à l'intérieur de ce lac des poissons géniteurs, c'est-à-dire des poissons anciens, enfin de vieux, qui se reproduisent et qui n'existaient plus dans tout le reste du Burkina et même au-delà. Parce que, comme c'est un endroit qui a des fonds, des très grands fonds, ces animaux étaient préservés là-dedans, ces poissons. Et aussi, il faut vous dire que chaque année, vous avez une grande crue. C'est un phénomène que vous voyez dans le monde entier, puisque au moment de la saison des pluies, l'eau arrive de partout sur le bassin versant. Et l'eau monte, évidemment, et emmène les alevins et tous les jeunes, les juvéniles, qui partent à l'aval, donc jusqu'à l'océan, et qui essaiment tout le Ghana avec tous ces poissons. Donc ça, c'était le système avant le barrage de Bagré. J'insiste parce que pour les Bissa, les deux lieux de culte les plus puissants à l'époque, c'était Boulougou, la montagne, et Wosi. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un poulet, c'est mon ami Placide qui est là, qui a fait énormément de travaux avec moi. On a fait toute la région Bissa ensemble, c'était un CDR, un comité de défense de la Révolution, et il avait la particularité d'appartenir à trois clans. Il était bancé, donc il était du clan de la chefferie du point de vue patrilinéaire, c'est-à-dire du côté de ses parents patrilinéaires, et il était zaré du point de vue du clan de sa mère, puisque la lignée utérine est importante aussi chez les Bissa, surtout pour les neveux, comme toutes les lignées en fait. Et il avait donc les deux puissances. Il avait la puissance de la chefferie et la puissance des forgerons et des esprits de la nature. C'est-à-dire que quand on faisait le grand rituel dont je vais vous parler un peu plus tard, sur ce lac, qui a lieu tous les 3 ans, eh bien, il avait le droit de prendre toute la nourriture qu'il voulait, comme tous les membres de ce clan-là, et surtout, encore une fois, les neveux utérins. Alors, là, vous avez, je vous ai dit, vous allez voir pas mal de chevaux en région Bissa sur mes photos, puisque c'est une région de guerriers, je l'ai dit, et évidemment, le cheval, c'est le symbole du guerrier. Et vous verrez aussi qu'il y en a beaucoup qui vont sur leurs chevaux tout armés. Alors là, c'est Dono, une grande figure du pays Bissa, à l'époque, paix à son âme parce qu'il est décédé. Et voilà les hippopotames. Il faut vous dire que la particularité de ce lac des Bissa, c'est d'avoir ces hippopotames qui sont dans le statut hiérarchique des animaux chez les Bissa. Les deux plus importants sont les hippopotames et les éléphants. Également, les liens que vous tissez avec ces animaux peuvent vous donner des droits. J'en parlerai un petit peu plus tard sur les chasseurs. Si vous avez la propriété d'un territoire de chasse, le terme de propriété est à utiliser comme nous l'utilisons, nous les ethnologues, et non pas comme l'utilisent les occidentaux. Ça veut dire que votre ancêtre a réussi à s'approprier le territoire de l'éléphant. Et à partir de là, toute la lignée, tous les descendants ont des droits sur ce territoire. Quand je dis territoire, c'est le parcours, puisque les éléphants ont des cycles dans leur vie, et surtout dans le saison après saison. Et quand on part pour faire la chasse sur une chasse, par exemple Goulanda, qui était typiquement un territoire de chasse des éléphants, vous le faites
sous couvert du chef de chasse, du maître de ce qu'on appelle Gaanza, du maître de la brousse de ce territoire d'éléphants, donc de ce clan. Bon, voilà mon ami Dono, que vous allez voir souvent, parce que voilà, c'était vraiment un très grand personnage. Alors, cette photo est amusante, vous la voyez bien, je suppose. C'est très intéressant, c'est un bon souvenir pour moi. C'était le jour où François Mitterrand, tonton, est venu au Burkina Faso pour voir comment se passait la Révolution. Et nous étions tous invités à aller à une grande soirée à l'ambassade, et on ne ratait jamais les grandes soirées à l'ambassade. Et là, nous étions prêts à partir pour cette rencontre avec François Mitterrand et pour moi avec Danielle Mitterrand, puisqu'elle avait demandé à rencontrer tous les chefs de mission d'ONG et j'en faisais partie. Voilà, donc la première maison que j'ai eue quand je travaillais pour l'ONG à Ouagadougou, elle n'était pas terrible. Et c'était une maison qui m'avait été trouvée par les CDR, ce qui fait qu'ils venaient régulièrement me demander des bières en compensation ou en échange. Mais j'étais parmi les rares blancs, il faut le dire, dans ce quartier, ce qui fait que j'étais quand même sous leur protection. C'était une bonne chose, étant donné qu'il y avait beaucoup d'armes qui circulaient et que très fréquemment on se trouvait nez à nez avec des mitraillettes. Il faut vous dire que l'ambiance en Pays Bissa, c'était quelque chose... Enfin là, c'est à Ouagadougou, mais l'ambiance à Ouagadougou était sérieuse. Hein. Donc là, vous voyez, les enfants de la cour, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des mitraillettes qu'ils ont inventées eux-mêmes, à partir de tiges de mil. Et ça, c'est dans la cour au village. Donc revoilà mon ami Dono, qu'on va voir très souvent, parce que chaque fois qu'il avait des nouveaux chevaux, eh bien, je voyais les nouveaux chevaux. Et comme c'était le plus grand cavalier de la région, j'ai beaucoup de photos de lui. Alors là, c'est des anecdotes pour moi, hein, évidemment. Là, vous avez... Là, je suis là, c'est un village Bissa où ce monsieur était venu présenter sa jeune épouse qui est cachée là, qui était, je pense, du clan Bansé. Et moi, j'étais un petit peu fâchée parce que pendant la Révolution, on ne voulait plus de mariage forcé. Et on avait une dame qui s'appelle Joséphine Ouedraogo qui militait énormément dans ce sens-là et avec évidemment le soutien de le patron de tout le monde à l'époque au Burkina qui était président Thomas Sankara.